Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission en thème facile, une émission consacrée à l'explication des basiques sur la santé, de même que sur le vocabulaire médical et paramédical. Aujourd'hui, nous parlerons de l'anesthésie et pour en parler en studio avec moi, Dr Eric Prince Agbodjan. Il est médecin anesthésiste réanimateur et il officie à l'hôpital La Croix de Zivier, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi au Bénin. Docteur Agbodjan, bonjour. Bonjour, monsieur. Docteur Prince Agbodjan. Tout à fait, docteur. J'ai corrigé. Le terme anesthésie provient d'un mot grec évoquant l'absence de sensation. Docteur Prince Agbodjan, en médecine, vous faites fréquemment recours à l'anesthésie. Alors, je vous laisse expliquer ce que c'est. Merci, monsieur Erwan. Merci pour cette invitation que c'est vous faites. C'est nous qui vous remercions. Et qui nous permet de faire un peu la lumière sur ce qu'est l'anesthésie, parce que aujourd'hui, chaque fois que nous disons le chirurgien annonce à quelqu'un qui doit aller au bloc, c'est un stress énorme pour cette personne parce qu'il se demande comment ça va se passer, c'est quoi, et c'est beaucoup de spéculations. Beaucoup de personnes ont peur de l'anesthésie et aujourd'hui, j'espère que cette émission permettra aux personnes ou à nos différents patients de se rassurer sur ce qu'est l'anesthésie et ce que c'est en réalité. L'anesthésie, c'est quoi? C'est tout simplement la suppression de la sensibilité douloureuse. En termes simples, je vais faire cette émission et parler de façon terre à terre, de façon c'est justement platonique le but de l'émission. Pour que même la commerçante du marché puisse comprendre ce qu'est l'anesthésie. Donc, pour donner une définition simple de l'anesthésie, je dirais que c'est la suppression de la douleur. Elle peut être locale, c'est-à-dire on peut supprimer la douleur sur une partie du corps. Elle peut être loco-régionale, c'est-à-dire intéresser toute une région du corps. Une région du corps, c'est peut-être tout le bras, c'est peut-être le pied, ou etc. Et ça peut être l'organisme entier. Donc c'est la suppression de la douleur pour faciliter des procédures médicales jugées trop douloureuses. Alors dans quel cas faites-vous recours à l'anesthésie? On est obligé de faire de l'anesthésie à un patient lorsqu'on sait que le geste qu'on doit lui faire ou que le chirurgien ou que l'agent de santé doit lui administrer aurait être vecteur de douleur. Tant qu'il y a douleur, il faut que le patient soit anesthésié. Pour que la douleur, c'est une sensation très désagréable. Très désagréable. L'anesthésie permet au patient, d'une part, de se détendre par rapport au geste qu'il veut faire et permet également au chirurgien ou à l'agent de santé qui veut faire cet acte de pouvoir avoir la facilité de réaliser son acte dans des conditions optimales. Un patient qui a mal ne se laisse pas examiner ou ne se laisse pas traiter. Alors, vous l'avez dit, il existe plusieurs types d'anesthésie. On parle par exemple de l'anesthésie générale. Docteur Prince Agbodjan, qu'est-ce que c'est? L'anesthésie générale, c'est la gestion de la douleur par des produits pharmacologiques par voie veineuse ou inhalée. C'est-à-dire quoi? À l'aide des médicaments qu'on peut vous introduire dans les veines ou par le nez, on vous endort. On vous endort. C'est quoi endormi? L'anesthésie, c'est comme si on provoquait un coma réversible. C'est-à-dire que le patient s'endort et plus tard, on le ramène, on le réveille. Est-ce qu'on peut parler de coma artificiel? On peut utiliser le terme de coma artificiel. Donc, on endort le patient par des produits médicamenteux, puis plus tard, on le réveille. Je vous propose de souffler un peu en musique. On se retrouve tout juste après.
En fond sonore, le titre Thiago de Kenji Girac. En studio avec moi, Dr Eric Prince Agodjon. Il est médecin anesthésiste réanimateur. Il officie à l'hôpital La Croix de Zinvier, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi au Bénin. Avec lui, nous étions en train de parler d'anesthésie. Docteur Prince Agbodjon, dites-nous, il y a deux sortes d'anesthésie générale. L'anesthésie générale avec intubation et celle sans intubation. Parlez-nous de chacune d'elles. Merci, monsieur Oloïdé. Donc, tout à l'heure, comme on le disait, l'anesthésie générale, d'accord, c'est un acte médical dont l'objectif principal, d'accord, est la suspension temporaire et réversible de la conscience et de la sensation douloureuse. Comme on l'avait spécifié tout à l'heure, il y a un exercice de deux types. L'anesthésie générale avec intubation orotrachéale, d'accord, et l'anesthésie générale sans intubation trachéale qu'on appelle chez nous l'anesthésie générale au masque. L'anesthésie générale avec intubation orotrachéale, c'est ce type d'anesthésie où le patient, par voie médicamenteuse ou inhalatoire, quand il est endormi, à l'aide d'une sonde qu'on appelle sonde d'intubation, nous prenons le contrôle de ces voies aériennes supérieures, c'est-à-dire un tube est introduit dans sa bouche, il va relier directement ses poumons à une machine, d'accord, et à travers cette liaison, la machine va respirer pour le patient, d'accord, et par ce même canal va continuer d'administrer des anesthésiques volatiles, c'est-à-dire des gaz, et permettre au patient d'être endormi. Ce type d'anesthésie générale se fait lorsque nous sommes devant des chirurgies longues de déjà plus de 20 minutes de chirurgie. Il est conseillé d'intuber le patient, d'accord. Même pendant le type d'intubation, il y a ce qu'on appelle également l'intubation avec le masque laryngé. C'est également un tube long comme ça et qui présente comme une petite surface qui vient s'aboucher à l'orifice trachéal, dont la pointe ferme l'œsophage et également permet d'administrer de l'oxygène et des gaz pour le patient. Mais la différence entre la sonde d'intubation et le masque laryngé, c'est dans la durée surtout, je vais dire. Quand il y a une chirurgie qui va durer plus d'une heure, on utilise des sondes d'intubation. Quand tu as des chirurgies qui vont durer moins d'une heure, on utilise des masques laryngés. Et lorsque tu as des chirurgies de 20 minutes, maximum 30 minutes, on fait ce qu'on appelle une anesthésie au masque. Le masque facial, on met au visage. Le patient est endormi, mais il maintient une certaine autonomie de son organisme. Il respire tout seul, d'accord? Il respire tout seul et il est juste dans un état subliminal, on peut dire. Dès que vous retirez le masque, dans les minutes qui suivent, il se réveille. Contrairement aux autres types d'intubation, que ce soit par le masque laryngé ou l'intubation trachéale, où tu peux observer parfois 15 voire 20 minutes ou 30 minutes pour que le patient puisse reprendre son autonomie complète. Et quand la personne, le patient, tarde à se réveiller, vous êtes inquiet? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, forcément. C'est inquiétant que le patient mette du temps à se réveiller parce que quand la chirurgie est finie et que vous avez arrêté tous les produits anesthésiants déjà et que déjà au bout de 30 minutes, voire 45 minutes, vous n'avez pas encore les signes de réveil, parce que pour réveiller un patient également se coûte sur certains normes. Quand vous n'avez pas encore les signes de réveil, oui, on commence par s'inquiéter et on commence par refaire la checklist, voir est-ce que les gaz ont été
bien fermé, parce que parfois vous fermez les gaz et la fermeture n'est pas hermétique et vous avez parfois un fond de gaz qui continue de circuler. Est-ce qu'il n'y a pas une perfusion de produits anesthésiques qui a été oubliée, qui a été fermée, ou une seringue qui a été malencontreusement administrée en fin d'intervention? On refait une checklist, on refait le point de tout ce que nous avons administré au patient depuis le début de son intervention jusqu'à la fin. On suppose que nous n'avons pas d'anomalie, rien à ce d'anormal. niveau, à ce niveau. Alors on se dit que peut-être le patient élimine lentement les produits, parce que l'élimination des produits est variante d'un sujet à un autre. Il y en a qui éliminent très rapidement les produits, comme il y en a qui les éliminent très lentement. C'est variant d'une personne à l'autre. La moyenne qu'on se donne, on se dit que ce soit un éliminateur rapide ou un éliminateur lent, au bout de 1h, 1h30 en principe, nous devons commencer par déjà pas avoir des premiers signes de réveil. Mais encore là, c'est très suggestif, parce que le retard de réveil existe. C'est vrai que c'est un diagnostic d'élimination après avoir éliminé toutes les autres causes qui auraient pu être causes d'absence de réveil chez ce patient après une anesthésie générale. Et dans ce cas, quand ça arrive, on est obligé peut-être de passer la main aux collègues réanimateurs et poursuivre la recherche et savoir qu'est-ce qui est la cause et qui pourrait expliquer cette absence de réveil chez ce patient. L'anesthésie loco-régionale, qu'est-ce que c'est? L'anesthésie loco-régionale, à la différence de l'anesthésie générale, dont le but, d'accord, c'est la suppression de la conscience et de la sensation douloureuse, l'anesthésie loco-régionale nous permet au patient de garder un état de conscience pendant l'intervention, tout en induisant des médicaments pour supprimer la douleur. C'est-à-dire, en français simple, le patient est éveillé avec vos blocs, il discute avec vous, mais la région sur laquelle le chirurgien doit intervenir est anesthésié. Il n'a pas mal, il ne sent rien dans cette zone, mais il discute avec vous et moi comme si de rien n'était. Pour lui, c'est comme si la partie qui a été anesthésiée n'existait pas. Est-ce que... Parce qu'on entend souvent parler de rachi-anesthésie. Est-ce que c'est cela que vous La expliquez? rachi-anesthésie, oui, c'est une technique, ça fait partie des techniques d'anesthésie loco-régionale. Plus précisément, loco-régionale axiale ou centrale. Ok. Bon, c'est un peu plus précis, c'est un peu plus technique. C'est pour dire quoi? On parle d'anesthésie loco-régionale périphérique et d'anesthésie loco-régionale centrale ou axiale. Quand c'est axe central, c'est-à-dire ça intéresse les systèmes, notamment la colonne vertébrale essentiellement, d'accord, et périphérique lorsque ça intéresse les extrémités du corps, pour parler plus simplement comme ça. Il y a également un autre thème que nous entendons souvent, l'anesthésie combinée. Qu'est-ce que c'est? On parle d'anesthésie combinée lorsqu'on jumelle deux techniques différentes d'anesthésie. C'est dire quoi, par exemple? Un patient qui doit subir une intervention, je suppose, abdominale, d'accord, au-dessus de l'ombilic, pour laquelle, a priori, une anesthésie loco-régionale ne peut pas être faite. C'est dire. Donc, d'emblée, on se dit, pour ce type de chirurgie, il faut forcément endormir ce patient. Maintenant, comme on se dit, bon, il faut qu'on anticipe également sur la douleur de ce patient. En post-opératoire, voilà une chirurgie que nous avons pratiquée et qui est extrêmement douloureuse. Quand on va réveiller ce patient, il aura mal. On décide donc, par exemple, de lui faire une anesthésie loco-régionale en plus, avant de l'endormir. Donc, on peut décider de lui faire soit ce qu'on appelle une rachi-anesthésie morphine. On lui injecte juste des analgésiques, des produits contre la douleur en rachi-anesthésie. Puis, secondairement, on l'endort, d'accord? Ou on peut décider de lui faire ce qu'on appelle une anesthésie péridurale analgésique. C'est exactement
le même principe, c'est pratiquement le même principe que l'anesthésie générale, que la rachianesthésie, je vous l'ai dit, à la différence que un cathéter est laissé en place qui permet de venir réinjecter continuellement des produits anesthésiques pour soulager le patient de sa douleur. Alors, l'anesthésie intervient au cours de l'opération. Est-ce que le médecin anesthésiste a un rôle à jouer avant cette opération? Le médecin anesthésiste, comme je l'avais dit un peu quand j'en parlais sur la page de l'ordre, il s'occupe de la période périopératoire. Il doit rencontrer le patient. Il voit le patient, c'est-à-dire avant l'intervention, pendant l'intervention, il s'occupe du patient, et après l'intervention, jusqu'à au moins 48 heures après l'intervention, le médecin anesthésiste est encore le compagnon privilégié du patient. Au début de l'intervention, c'est-à-dire avant que l'intervention ne... Déjà une semaine, 2 semaines avant l'intervention. On peut parler de la période préopération. La période préopératoire, le médecin anesthésiste prend contact avec le patient. Après que le patient a vu le chirurgien a donné l'indication de la chirurgie, il est maintenant adressé au médecin anesthésiste qui maintenant, à ce stade, refait une évaluation complète du patient en parcourant tout le vécu médical de ce patient. C'est les maladies intercurrentes qu'il a eu à connaître depuis pratiquement sa naissance jusqu'à l'instant où il rencontre le médecin anesthésiste. Est-ce qu'il souffre de pathologies particulières? Est-ce qu'il souffre d'handicaps particuliers? Est-ce que dans sa famille, il y a des situations de maladies particulières? Tout est scruté au peigne fin avant que le patient ne soit admis au bloc. À côté de ça, le médecin examine le patient, lui explique ce en quoi l'intervention va consister, ce qui va être fait, comment est-ce que l'anesthésie va être conduite, et comment est-ce que le réveil également va être conduit. Qu'est-ce qu'il va ressentir au moment où on l'endormira, comment ça va se passer au moment où il va se réveiller, dans les jours qui vont suivre l'intervention, comment est-ce qu'il va se... Tout ça, c'est du ressort du médecin anesthésiste. Donc en préopératoire, il y a tout ce contact qui est fait. Si le patient présente des particularités avant l'intervention qui peuvent biaiser ou qui représentent un risque pour le patient en pleine intervention, le médecin anesthésiste se doit de dire stop, il y a cette pathologie, il y a cet élément que j'ai constaté qui n'est pas normal, qui mérite d'être exploré, qui mérite d'avoir plus d'indications. Un diagnostic ou un traitement est induit pendant cette période pour voir si on peut corriger. Il peut donc à ce moment prendre l'avis de d'autres spécialistes pour dire voilà tel patient qui est programmé pour une telle chirurgie et au cours de son examen, j'ai constaté qu'il souffre d'un tel mal. Monsieur cardiologue, excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire explorer cette pathologie avec moi, voir si elle représente un risque intercurrent pour le patient pendant l'opération. Certes, le médecin anesthésiste a des compétences pour savoir que oui ou non, mais il prend l'avis de son collègue quand même pour affirmer ce qu'il pense. Une fois que tout ce point dans la période préopératoire est fait, le patient arrive au bloc. Le bloc, c'est un endroit complètement fermé, isolé, avec plein de machines. Donc déjà, le patient est extrêmement anxieux, il a peur, stressé. Il a un gros trac. Un énorme trac de tout ce qu'il voit. Il va voir énormément d'appareils, beaucoup de câbles, beaucoup de fils. Donc à ce stade déjà, qu'il arrive, la première personne encore qu'il voit quand il rentre au bloc, c'est le médecin anesthésiste ou c'est l'équipe d'anesthésie qui lui dira non, écoutez madame, monsieur, tout ce que vous voyez là, tout ça, c'est des éléments qui sont mis en place pour votre sécurité. Pour vous aider. Vrai, c'est beaucoup de choses, c'est des trucs que vous ne connaissez pas, mais rassurez-vous, toutes les mesures sont prises en charge pour que vous n'ayez pas mal et pour que toute votre intervention se passe dans la sécurité maximale. Malgré toute cette préparation, est-ce qu'il peut y avoir des inconvénients de l'anesthésie? Bien sûr. Il peut y avoir des inconvénients de l'anesthésie. Forcément, l'un des inconvénients que nous
qu'on peut avoir et dont on ne peut pas a priori prédire, c'est par exemple que le patient développe une allergie aux produits d'anesthésie. Voilà un patient qui n'a jamais bénéficié d'anesthésie, donc a priori il ne peut pas savoir qu'il est allergique aux médicaments que nous allons utiliser pour l'endormir. Et il arrive, nous le mettons, on l'installe sur la table, on commence par dicter, on le rassure, tout se passe très bien. On commence par lui administrer des produits par voie veineuse ou par voie inhalatoire pour induire l'anesthésie et l'endormir. Et le patient présente une réaction allergique. Vous commencez par voir un patient qui devient très polyclinique, il y a peut-être des plaques qui apparaissent, les yeux deviennent rouges, la respiration devient sifflante, bruyante, la saturation en oxygène qui baisse, il commence par avoir des difficultés à respirer, il s'agite. Ah, attention, voilà un patient qui est en train de présenter une réaction allergique probablement à un des produits de l'anesthésie. Et donc, malgré parfois toute la préparation que vous avez, ça peut arriver. Et donc, dans ce cas, bon, nous savons comment faire, nous savons comment réagir quand même pour contrebalancer tout ça. Alors, nous avons appris qu'il est important de signaler toute prothèse ou toute fragilité dentaire particulière lors de la consultation, lors de cette période de préparation. Alors, pourquoi cela? La fragilité des dents, parce que quand on veut endormir un patient, on utilise certains dispositifs qui peuvent altérer la mâchoire. On utilise ce qu'on appelle un laryngoscope pour nous permettre d'avoir accès au carrefour oropharyngé du patient qui parfois prend, lorsque il est mal appliqué, peut prendre appui sur les dents par exemple. Et lorsque ça prend appui sur les dents, une dent qui est déjà fragilisée et sur laquelle on vient prendre appui, forcément elle peut s'enlever, elle peut tomber. Le risque encore, c'est qu'une fois qu'elle est enlevée, elle est tombée, si vous ne faites pas attention, elle tombe dans la gorge et elle rentre. Bien sûr. Elle tombe dans la gorge et elle rentre. Elle rentre si elle passe dans l'œsophage. Bienvenue aux dégâts. Bienvenue aux dégâts, comme vous dites. Si elle passe dans l'œsophage et elle est avalée par le patient, c'est bien. Mais le risque également, c'est qu'elle passe dans la trachée et qu'elle rentre dans les poumons. Et là, ça devient un problème. Parce que si ça rentre dans les poumons pour aller chercher, ça devient très 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 compliqué. Ça fait un corps étranger dans un univers ou dans une sphère qui doit être normalement hermétique et sans corps étranger. Et ça peut être encore source d'autres infections plus tard. Si on remarque cela, on opère ou bien qu'est-ce qui se passe? C'est très délicat. Est-ce qu'on continue l'intervention ou pas? La question est très délicate. Elle est beaucoup plus fonction de la chirurgie pour laquelle nous sommes là et de la décision unanime de l'équipe. L'équipe peut décider que oui, on continue l'intervention ou non, en fonction de la gravité de ce qui se présente à nous. La décision, elle est très fluctuante. Il arrive des cas où on décide que oui, on continue l'intervention, et dans d'autres cas, non, on arrête l'intervention. Tout est fonction de la raison pour laquelle le patient est admis au bloc. Si c'est une chirurgie qui est, par exemple, salvatrice pour le patient, le fait qu'une dent soit tombée ne va pas nous dire non, arrêtez l'intervention. Il faut d'abord le sauver. Il faut savoir le sauver et ensuite régler le problème de la dent. Dans le cas où peut-être c'est une chirurgie qui n'est pas salvatrice et que l'ablation de la prothèse ou de la dent va entraîner également un risque chez ce patient, on peut dire on stop. C'est très 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 variant et la discussion se fait au cas par cas, je vais dire. Pour ce qui est des prothèses qu'on demande généralement aux patients, c'est pour savoir s'ils ont des prothèses d'ordre métallique. Ok. Surtout. Et donc de les retirer avant d'arriver. Quand nous sommes au bloc, quand nous travaillons au bloc, le chirurgien utilise un matériel qu'on appelle le bistouri électrique qui conduit le courant. Donc tout objet métallique peut être susceptible de conduire le courant également avec le bistouri électrique et entraîner des dommages sur la zone sur laquelle elle est marquée. Donc en fonction de la prothèse que le patient a et de la matière en laquelle elle est faite. Si on peut la retirer, on la retire. Si on ne peut pas la retirer, le chirurgien prend d'autres dispositions également pour éviter que le courant passe dans ces objets en métal qui sont sur le patient.
Est-ce possible, docteur, qu'une crise d'asthme survienne au cours d'une anesthésie? En fait, Allez-y. ce n'est pas une crise d'asthme qui peut survenir en cours d'anesthésie, mais vous pouvez être confronté à ce qu'on appelle des bronchospasmes ou des laryngospasmes qui s'apparentent un peu à la crise d'asthme, mais qui ne sont pas des crises d'asthme en tant que telles. C'est quoi? Le bronchospasme, c'est quoi? C'est comme ça s'entend un broncho et spasme. Vous avez les branches de l'arbre respiratoire qui spasment, c'est-à-dire qui deviennent dures et se rétrécissent. Elles deviennent dures, se rétrécissent et l'air ne passe plus. Donc voilà un patient que vous voulez endormir et qui vous présente un bronchospasme, donc l'air ne passe plus, donc forcément il rentre en détresse respiratoire Donc et en détresse vitale. Confondre avec une crise d'asthme. Voilà, à ne pas confondre avec une crise d'asthme qui également se manifeste par une diminution du calibre des bronches avec hypersécrétion des muqueuses. Les deux sont presque pareils, mais en anesthésie, on parle plus de bronchospasme que d'asthme. Voilà. Même si dans la prise en charge, les médicaments restent un peu les mêmes. La ventoline spray, tout ce que nous pouvons utiliser pour entraîner un relâchement des bronches et permettre à l'air de passer. Docteur Eric Prince-Agbodjan, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour clore cet entretien? Bon, je vais dire à la population en général que l'anesthésie ou le bloc opératoire dans l'hôpital est l'endroit ou est le secteur par excellence le plus sûr en réalité pour le patient, parce que c'est le seul endroit où vous avez pratiquement 6-7 personnes qui sont là et qui ne sont concentrées que pour vous et qui ne suivaient et qui ne sont là que pour vous. En réalité, c'est l'endroit le plus sûr de tout l'hôpital pour le patient. C'est le seul endroit où il est vraiment en sécurité. En sécurité. Voilà. Docteur Eric Prince-Agbodjan, merci. C'est moi. Je rappelle que vous êtes médecin anesthésiste, réanimateur et vous êtes en service à l'hôpital La Croix de Zinvier, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi au Bénin, n'est-ce pas? Tout à fait. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Quand on parle d'anesthésie, il faut parler de réanimation. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec toujours le même invité pour parler de la réanimation. À très vite.